Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Question très intéressante qui m'est arrivée ce matin et qui m'a tordu un petit peu le cerveau jusqu'à ce que j'obtienne suffisamment d'informations à mon sens pour faire une vidéo publique par rapport à ce sujet-là. On va parler du halving de Bitcoin, pas dans la façon traitée conventionnellement, puisque je pars toujours du principe que moi, mon travail, c'est pas de vous dire ce qui a déjà été traité 20 fois sur différents canaux d'information. Parce que, comme d'hab, si cette information vous la connaissez déjà, je vois pas quelle plus-value j'ai à vous y ajouter. Donc on va essayer de parler du halving, donc pas de la façon conventionnelle, donc ce qu'est un halving, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait sur le supply, tout ça vous le savez. Moi, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est réfléchir un petit peu plus loin au niveau du halving sur des notions un petit peu plus complexes et complètes dans l'écosystème en général. Parce qu'il y a pour moi des assumptions qui sont plus ou moins spéculatives, celles que vous connaissez toutes, par exemple, il n'y aura pas de nouveau bull market avant le halving de Bitcoin pour les cryptos en général. Bon, vous connaissez mon avis là-dessus, que Bitcoin, c'est le dinosaure de la crypto, celui qui a le plus d'historique, etc. C'est jusque-là celui qui a fait la pluie et le beau temps sur le marché crypto, mais que d'une part, sa dominance est en chute libre, et elle n'est pas prête de s'arrêter, et que surtout, comme on l'a vu, ça veut aussi dire que le marché crypto ne tourne plus que autour de Bitcoin. Aujourd'hui, on parle de Bitcoin et d'Ethereum, ces deux-là sont intégrés, ils font bien deux choses différentes, encore une fois. C'est vrai que les Bitcoin maxi ont souvent tendance à dire qu'à part Bitcoin, le reste ne sert à rien, mais restons un peu rationnels, il n'y a clairement plus que Bitcoin aujourd'hui, donc il faut prendre et commencer à considérer ça comme un écosystème. C'est surtout dire que ce système, stock to flow, il a été prouvé et mis en échec sur le dernier bull run de 2021. Le modèle dévie clairement. Donc, pour moi, cet étalon de valeur des halvings et ce modèle stock to flow, ayant été mis donc complètement en échec, c'est pour moi le signe que quelque chose a déjà changé. C'est un des différents dominos qui montrent que rien n'est prévisible, sinon ça se saurait. Donc, réfléchissons intelligemment. Est-ce que le halving, c'est le précurseur nécessaire pour le prochain bull market? Pour moi, la réponse, c'est non. Mais on va essayer d'argumenter en ce sens, et surtout on va essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, hormis cet aspect spéculatif de bull market, halving, etc., qui n'a pas non sans sens, qu'on le redise bien, dans les équations de prix, il y a bien l'offre et la demande. Le halving, de façon mécanique et mathématique, ça réduit le supply, donc concrètement, ça va faire augmenter le prix. Mais, comme on l'a dit, attention, ça c'est un fondamental précurseur d'une hausse de prix sur l'aspect supply, reste toujours aujourd'hui la composante demande, qui est à mon sens bien plus importante que la simple réduction de ce supply. Ok, donc maintenant qu'on a posé les bases, on va essayer de dégrossir. Donc pour moi, la première des choses, donc la mise en échec du modèle stock to flow, combinée à une chute radicale de la dominance, qui est de dire, malgré une tentative de rebond dans le bear market de 2019, qui est ni plus ni moins que, au final, toute cette effervescence de la bulle 2018, et on l'a dit, c'est bien de bulle, ici, il n'y avait pas du tout de comportement haussier des prix sur Ethereum, c'était ni plus ni moins qu'une demande complètement hors sol, et basée principalement sur des attentes futures, qui n'étaient pas forcément infondées à l'époque, quant aux assumptions qui étaient faites, mais simplement, toujours pareil, la hype, c'est « Waouh, voilà tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce truc-là à l'avenir », mais concrètement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On vous vend le turfu avec un grand premium. Donc attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est faux, ça veut juste dire que ce n'est pas basé sur les bonnes séquences de temps. J'avais toujours dit 2018, j'ai pas dit les cryptos c'est de la merde, j'ai juste dit vous payez ça n'importe comment et ça va mal se terminer, vous allez manger un crack. Et si c'est vraiment un marché avec des potentielles révolutions à venir derrière, chose que j'avais quand même dit déjà dès 2018, pour le coup, ça vaudra plus de s'investir dessus dans un crack, c'est-à-dire après l'effondrement spéculatif de la bulle de 2018, que de payer n'importe comment, par peur de ne pas être dans le wagon. Voilà. Donc derrière cette fameuse phase de recovery, on revient au final sur les essentiels, tous ces Ethereum, etc., Cardano à l'époque, tous ces trucs-là, IOTA, et Dieu sait qu'il y en a qui sont morts depuis. On se dit, au final, ça servait vraiment à rien, autant revenir sur Papa Bitcoin, il y a de l'historique, on s'y connaît, voilà, on va bien. Donc le retour sur Bitcoin. Et là, le nouveau cycle. Donc clairement, on est déjà, alors qu'on est en cours de cycle, sur un plus bas de dominance. Donc pour ma part, c'est clair, les sommets descendants, c'est qu'on n'en a pas fini encore avec la baisse de la dominance de Bitcoin. Et ça, c'est un des premiers facteurs qui m'invite à dire, attention, le prochain halving n'aura pas l'effet escompté, parce que si on combine ces deux choses, un stock-to-flow model qui a été mis en échec, pour ma part,
par cette redistribution des cartes qu'on voit très bien sur la baisse de la dominance, on voit surtout que cette baisse de dominance, elle ne tire pas vers zéro. Hein. À mon avis, Bitcoin est toujours là et sera là dans les prochaines années. En tout cas, si jamais il doit mourir un jour, on doit voir des prémices de ces choses-là déjà dans un horizon plus respectable. On va dire, si vraiment Bitcoin doit mourir, pour moi, il doit passer sous 20% de dominance avant 2025, ce qui me paraît, encore une fois, graphiquement plus qu'improbable. Pas impossible, mais assez peu probable. Donc voilà tout ce qu'on peut dire. Stock to flow, ok, il y aura toujours une réduction du supply mécanique de ce halving qui mettra normalement une pression sur les prix, mais est-ce que cela veut dire que le reste du marché dépend intégralement de Bitcoin ? Eh bien non. La dernière fois qu'on avait un halving, Bitcoin représentait 67% du marché. Pour ma part, j'estime qu'au niveau du prochain halving, restons optionnels, je pense qu'on se situera à peu près à 40%. Ça veut dire une part relative de l'importance de Bitcoin dans l'écosystème extrêmement réduite. Donc, il n'y aura pas de bull market tant qu'il n'y aura pas le halving. Désolé, je pense que cet argument est d'une part assez peu probable et on peut le démonter assez vite. Et surtout, différents dominos qui étaient favorables à cette rhétorique-là sont déjà tombés. On va voir si les autres continuent de tomber. La dominance, pour l'instant, n'a pas cassé son support, donc loin de moi l'idée d'aller trop vite, mais d'un point de vue technique, c'est quand même mon travail de dire ça sent pas bon. En tout cas, ça tire plus au sud qu'au nord. Voilà, donc première des choses, le stock to flow comme catalyseur du prochain bull market, compliqué. Pour ma part aujourd'hui, les catalyseurs du prochain bull market, c'est plutôt au niveau de la dominance Ethereum qui, elle, tend à vouloir tirer fort. Hein, les creux ascendants, les moyennes qui se polarisent à l'achat. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois ici la limite c'est le soleil. Hein. Je doute clairement qu'Ethereum prenne 80% des parts de marché. Mais pour l'instant, il cherche à grignoter et c'est là qu'il faut regarder. Ça, moi je vous l'ai toujours dit, d'un point de vue cyclicité, c'est plutôt Ethereum qu'il faut regarder à partir de maintenant parce que c'est dans son camp à lui que la dominance monte au détriment de celle de Bitcoin. Bon, maintenant, je ne fais pas l'apologie de l'Ethereum maximalisme et je ne détruis pas non plus toute la rhétorique des Bitcoin maxi. Mais il s'agit juste de comprendre que c'est un raisonnement un petit peu plus polarisé aujourd'hui qu'il faut avoir, enfin un peu moins polarisé, et plus donc de se dire le halving empêcherait le bull market. Clairement, je ne pense pas. Il s'agit toujours de demande, donc d'adoption. Et on l'a dit, ces adoptions ne viendront que par des ruptures technologiques. Pour ma part, là où il y a le plus de chances d'avoir une rupture technologique, ça reste Ethereum. Hein. C'est là que ça dev le plus. Donc pour ma part, c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir des surprises. Bitcoin est d'ailleurs réputé pour l'inverse. Bitcoin, c'est très lent, ça développe très peu, parce que ce qu'on recherche chez Bitcoin, c'est de la résilience. Donc, pour ma part, toutes ces choses-là, ça semble relativement bien pour dire on a besoin de ce duopole, d'un Bitcoin qui joue toujours son refuge et son aspect stockage de valeur, très lent dans son développement, même si on essaye de lui greffer des trucs, hein, comme le Lightning Network et d'autres trucs à venir, mais c'est beaucoup plus lent que là où on cherche effectivement à repousser un peu les murs côté Ethereum. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment raisonner les deux. Donc le stock to flow, tout comme par exemple le merge, c'était pour moi deux éléments extrêmement impactants dans l'écosystème crypto. Le merge, bon, pour l'instant, post-merge, on a juste vu une sell news, mais encore une fois, attention, c'est parler un petit peu vite. On est simplement quelques semaines après le merge et on va peut-être commencer à peine à en voir les effets. Ethereum, pour la première fois depuis le merge, teste une résistance. Si cette résistance saute comme dans du beurre, parce qu'on l'a dit, attention, hein, la réduction de l'émission de 90% pour Ethereum, ça modifie clairement son stock to flow. Donc revenons là-dessus. Pour ma part, aujourd'hui, le stock to flow de Bitcoin, donc lié à ces halvings, on sait la prochaine date est très clairement connue, ok. Ça résout une partie de l'équation, puisqu'on connaît la date et on sait ce qui va se passer ce jour-là. Il y a une autre partie de l'équation, c'était Ethereum, le merge. Maintenant, c'est dedans, on l'a vu, Ethereum est presque déflationniste. C'est pas encore gagné, hein, et les Ethereum Maxi parlaient déjà de Ultrasound Money il y a quelques jours, et c'est toujours pas le cas. Donc on fait attention, on a un supply dynamique, mais dans tous les cas, comme on l'a vu, la plage de dynamique d'Ethereum, elle est concrètement extrêmement faible aujourd'hui, et incomparable à ce qu'on avait avant, quand on avait un modèle d'issuance proof of work. On l'a dit, le changement est juste absolument significatif. La question n'est pas de savoir si Ethereum est déjà déflationniste ou pas, on s'en cogne. C'est juste de dire, de toute façon, son supply a été complètement pété en termes d'émissions le jour J du merge. Point. Donc, il y a bien deux facteurs dans cette équation. C'est plus Bitcoin tout seul et son halving. On peut tout à fait avoir un bull market hybride tiré par le merge Ethereum
dans l'attente éventuelle d'un halving Bitcoin. Donc oui, on peut tout à fait avoir ce qu'on appelle au contraire un range, et pas non plus un scénario de bulle crack comme on a vu. Ce qu'on a connu en 2021, c'est pas une bulle spéculative, c'est juste une structure de distribution suivie d'une structure d'accumulation. Point barre. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire. On a vu deux structures d'accumulation. On a vu une première distribution sur Bitcoin sur ce sommet-là, une réaccumulation ici, et là, malheureusement, ça a bloqué. Donc là, on s'est mangé l'aspect macro, compression, cycle baissier de restriction monétaire, resserrement, etc. Et ce gros pullback qu'on vient de connaître. Donc oui, beaucoup de gens ont été pris à contre-pied, et ça c'est clair, mais ça n'en reste pas moins que la dynamique de fond, elle est haussière, les moyennes le sont, etc. Donc comme on l'a dit, attention, Bitcoin et Ethereum, sur la structure de prix, maintenant, se comportent de la même façon. C'est-à-dire qu'ils réagissent sur les mêmes zones. Par contre, il y a bien une chose qu'on peut voir, c'est que la réponse Ethereum est bien plus haussière que celle de Bitcoin. Et ça va en lien avec ce qu'on a vu, la dominance Bitcoin et la dominance Ethereum. Il y en a un qui perd sa dominance, mais qui n'est pas du tout sur le point de mourir, et un qui grignote. Il y a bien un papa et un fiston, en termes de relation, 40-20, on ne peut pas non plus, voilà, il y en a un qui est 2 fois plus important que l'autre. Et voilà cette dynamique qui est à mon avis la bonne. C'est de dire, le halving, c'est une partie de l'équation, mais ça représente 40%. Une autre partie de l'équation, c'était the merge, et ça vient de se passer. Et la dynamique, elle est là aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le merge Ethereum et le prochain halving Bitcoin, on a une zone de non-droit dans laquelle le challenger avec le momentum arrive avec sa news et ça va prendre encore des mois à se pricer, mais il n'y a pas de nécessité d'attendre papa. Papa est certes important, c'est un gros poids lourd, mais comme on l'a dit, attention, la dominance Bitcoin pourrait tout à fait chuter à 30%. Et ça, c'est plutôt techniquement probable. Maintenant, je doute que Bitcoin tienne longtemps sous les 30% de dominance, mais il s'agit de comprendre que si sa dominance est prête à perdre encore 10 points, effectivement, l'intérêt de attendre le halving, etc., c'est peut-être pas si nécessaire que ça. En tout cas, je pense qu'il faut apporter de l'eau dans ce vin. La deuxième chose, qui est pour ma part critique et extrêmement importante à comprendre par rapport à ce truc-là, c'est effectivement ces modèles stock to flow, qui ne sont ni plus ni moins que des modèles, mais il s'agit pour moi de comprendre que Bitcoin, il introduit un standard. C'est-à-dire qu'à chacun de ces halvings, son stock to flow, c'est-à-dire le chiffre du stock to flow, combien d'années il faut pour reconstituer le supply créé, eh bien à ce niveau-là, ici on a un chiffre de 57 pour Bitcoin. Il s'agit donc de comprendre que ce chiffre-là va nécessairement augmenter au prochain halving. Ok ? Et pour moi, c'est ça la deuxième des choses importantes. Donc comprendre, on n'a pas besoin de Bitcoin pour remonter le bull market, c'est une dualité assez dynamique entre Bitcoin et Ethereum, en sachant que la partie Ethereum a déjà été jouée avec The Merge. Maintenant, il s'agit de le pricing. On le voit du coup aujourd'hui, qui a le plus grand stock to flow, c'est Ethereum. Pour ma part, cette mise à jour aujourd'hui, elle est que d'un point de vue maîtrise du supply face à une demande qui est ce qu'elle est, spéculative ou non, c'est plutôt le stock to flow d'Ethereum qui lead le marché aujourd'hui, en termes de supply scarcity, de la rareté de ce supply. Évidemment, Bitcoin va rattraper au prochain halving. Mais pour ma part, il s'agit de comprendre surtout qu'une des choses que ça va opérer dans le reste du marché, c'est que tous ceux qui vont s'écarter de ces chiffres sont morts. La première phase de création pullulante, bouillonnante des cryptos qui sortent de partout avec des taux d'intérêt du futur, de l'inflation à tout va, je pense clairement que la prochaine chose par contre, c'est que le prochain halving Bitcoin va tuer tous ces business models. Pour moi, tout ce qui n'est pas rentable au prochain halving de Bitcoin, tout ce qui n'a pas soit une utilité claire qui permet de justifier son inflation via de la croissance, pour moi, tous ces trucs-là, spéculatifs, qui rapportent 15-20% sans rien foutre, ça va être compliqué. Ça va être très, 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 très compliqué, clairement. La plupart sont en compétition pour les mêmes market shares. Certains sont carrément dans des niches. Et pour ma part, s'il n'y a pas de revenus réels, ça ne va pas tenir longtemps. Et le prochain juge de paix sera probablement le halving Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, Bitcoin, comme on le disait, c'est le stockage de valeur. C'est de dire, c'est lui qui définit la base. Si Bitcoin devient plus rare, parce que son émission est réduite de moitié, ça va de facto recadrer tout le monde dans le marché. Puisque vous pourriez concrètement juste avoir du Bitcoin, pourquoi aller prendre du risque dans des trucs qui rapportent pas assez en soi ? Il va falloir que ce risque soit associé à de la réalité, pour ma part. Pas juste des taux d'intérêt qui compensent le fait que... Aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup de blockchains utilisent une inflation pour compenser le risque.
Mais il y a quand même du coup une dilution du prix du token. Ça peut être justifié s'il y a adoption. Mais comme on l'a dit, il y a des market shares qui sont limités. Et on a souvent 4-5 compétiteurs dans la même pool de liquidité, enfin la même pool de demande. Donc ça me paraît très compliqué d'imaginer que la demande ira partout. Pour ma part, cette demande, comme je vous l'ai dit, elle va se concentrer, fameuse recovery en cas dont je vous ai parlé. Ceux qui vont pouvoir obtenir cette croissance organique auront aucun mal à justifier un niveau d'inflation, mais à mon avis, Bitcoin va surtout définir un standard. C'est-à-dire que quiconque déviera assez fortement de ce nouveau modèle aura du mal. Pour la faire simple, hein, d'accord, l'émission de Bitcoin, puisqu'on l'a d'ailleurs en plus ici, okay, elle est à 1,7% annuel. Elle va donc être divisée par 2, halving, à la prochaine échéance. Ce qui veut dire qu'à mon avis, même de façon très significative, un projet très rupture technologique, croissance du futur, etc., aura beaucoup de mal à justifier plus de 5 ou 6 fois ça. Ça veut dire qu'à mon avis, n'importe quel projet qui aura une inflation réelle supérieure à 5, 6, 7%, je vais vous donner à peu près 7%. Pour moi, n'importe qui définira plus de 7% d'inflation et de dilution de son supply dégagera. Sauf s'il a une croissance à 3 chiffres ou 4 chiffres, hein, évidemment. Mais ces structures-là, on sait qu'elles ne sont pas tenables. On ne tient pas à une croissance de 1000% pendant 5 ans. Ça, c'est des bulles de hype. Pour moi, la maturité de l'écosystème aujourd'hui, elle est là. Elle a avancé. Ces trucs à 4 chiffres, là, ça n'arrivera pas, ou pratiquement pas, ou en tout cas, ce sera insoutenable. Donc les vrais projets, ceux qui ont des grosses market cap, ils ne peuvent pas sortir là du 1000%. Ils vont connaître probablement des ruptures technologiques, et donc de l'adoption organique, qui pourra supporter sans aucun problème des rendements et des dilutions nettes de l'ordre de 7%. Alors après, il y a des mécanismes. Par exemple, le staking n'étant redistribué qu'à ceux qui stake, s'il y a 7% d'inflation et 30% de gens qui stake, vous pouvez avoir un rendement de staking qui est du coup 3 fois supérieur. Mais mis à part ça, on va dire, mis à part des mécanismes de redistribution de cette inflation, l'inflation réelle nette d'une blockchain, à mon avis, post-halving, tout ce qui dépasse 7%, c'est mort. Voilà pourquoi il faut réfléchir à ça. Et c'est ça, pour moi, la principale chose dont je trouve que c'est pas traité correctement sur le net. Ce que fait concrètement l'halving, tout le monde le sait, la date, etc. Pour ma part, il s'agit juste de comprendre qu'il y a des narratifs qui me semblent relativement faux, notamment celui de « il n'y aura pas de bull market sans Bitcoin ». Je ne suis pas d'accord. Et pour l'instant, les dominos tombent les uns après les autres pour prouver à ce système que c'est probablement pas l'entière réponse. Pour moi, c'est une réponse de dualité, due à un Ethereum qui monte et qui a déjà réalisé son opération, entre guillemets, historique de stock to flow. Ce standard Ethereum va mettre du temps à se mettre en place, mais je pense que autant Ethereum que Bitcoin sont en train, et ça on en parle peu, et c'est dommage, parce que pour moi la vraie information elle est là, en train de définir le standard d'inflation, c'est-à-dire les taux d'inflation et de dilution à faible risque. Bitcoin et Ethereum sont les garants du faible risque aujourd'hui. Ethereum vient de faire une mise à jour majeure, mais l'ambiance merdique du marché fait que pour l'instant ça met du temps à se pricer. Attention, Ethereum n'en a rien à foutre de Bitcoin. Et pour l'instant, la dynamique, elle est plutôt en faveur d'Ethereum, qui peut tout à fait continuer de remonter sans Bitcoin. Bitcoin le fera probablement dans un second temps, ou va probablement suivre aussi. Raison pour laquelle, regarder l'équation sous l'angle Bitcoin, ça me paraît faux. Et comprendre que ce qui est important, c'est de tirer cette information après dans le reste de l'écosystème crypto. Une fois qu'on en aura fini avec le prochain halving de Bitcoin, on va passer son inflation. Derrière, il faut dire, le prochain halving, après 2024, n'aura probablement que très peu d'importance, puisque l'issuance net sera réduite, mais à ce moment-là, on aura une demande bien plus prône. Donc, pour ma part, le modèle stock to flow, il est en échec, pas parce que les halvings ne servent à rien, mais parce que l'implication de la demande dans l'équation devient de plus en plus grande. Tout simplement parce que la réduction du supply, même si c'est de moitié, elle devient de plus en plus marginale. Passer de 3,4% à 1,7%, c'est significatif. Passer de 1,7 à 0,9, 0,8, ce sera significatif, mais moins. Et après, ça servira pratiquement plus à rien du tout. Donc pour ma part, le prochain halving de 2024 sera important, moins que les précédents, du par la maturité générale de l'écosystème. Il n'y a plus que Bitcoin aujourd'hui, et notamment Ethereum. Donc il faut prendre en compte ces deux-là, et aussi comprendre que ce modèle stock to flow, il est en échec, parce que de toute façon, il était voué à échouer. On n'a vraiment pas qu'un modèle spéculatif basé sur le supply. Ce modèle est basé sur supply et demande. Et à travers le temps, n'importe qui connaît ces modèles économiques devait savoir que le modèle stock to flow était voué à échouer. 2021, c'est le moment où c'est arrivé. Donc pour ma part, oui, il faut raisonner supply de Bitcoin. Oui, c'est toujours une part significative de l'équation supply-demand, mais c'est probablement la dernière fois que c'est le cas. Pour Ethereum, le changement a été fait en une seule fois.
C'est un triple halving pour Bitcoin, pour Ethereum, et il n'y aura plus rien à venir, à mon avis, avant longtemps. Donc le modèle économique Ethereum a migré. Le modèle économique Bitcoin arrive probablement pour ma part sur le dernier halving qui aura un intérêt quelconque sur la réduction du supply. Et voilà. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que ça a fait concrètement? Et bien, pour ma part, tout ça, ça vient de donner un nouveau standard. Tous les tokens modèles qui auront des trucs n'importe comment, etc., ça va avoir énormément de mal. Sans vous dire, évidemment, que tous ces tokens modèles peuvent évoluer. J'y reviens ici, par exemple, sur toute la discussion de l'atome 2.0 et de la réduction de son inflation, par exemple. Pour ma part, beaucoup de projets vont devoir se remettre en question. Ceux qui ne le feront pas auront beaucoup de mal, très clairement. L'inflation, à mon avis, post-halving de Bitcoin, ça va être très problématique s'il n'y a pas une adoption en conséquence. Et je l'ai dit et je le redis, cette adoption, elle ne pourra pas être générale. La plupart des projets sont en combat direct et en confrontation pour les mêmes market shares. Il n'y en a qu'un seul qui récupérera la rupture technologique et l'adoption. Voilà, les modèles sont comme ça. Après, c'est un modèle, je peux me tromper, mais voilà pour moi la façon dans laquelle je vois les choses. Voilà ce que je retire du halving, pas juste un chiffre et une date, mais surtout de dire, ça définit des standards. Et comme on a une date, on sait que, à mon avis, la plupart des projets de premier ordre ont plutôt intérêt à s'occuper de leur supply avant le halving Bitcoin. Parce qu'Ethereum a pris de l'avance, Bitcoin va suivre, et une fois que cette norme est là, tous ceux qui dévieront de ça, à mon avis, ils ne tiendront pas bien longtemps. Autrement dit, le token supply et le tokenomics, ça a toujours été important, mais Bitcoin met un timer là-dessus. Concrètement, le temps tourne, et les projets qui ne sauront pas s'adapter n'auront plus qu'une seule chance de survivre, c'est de faire partie des gros chanceux qui vont avoir une rupture technologique et une adoption pour compenser l'inflation. Et Dieu sait que ça ne va pas être facile et qu'il ne peut pas y avoir que des gagnants dans cette équation. Bref, voilà tout ce qu'il y avait à savoir à mon avis sur le halving, en essayant d'aller un petit peu plus loin que juste la surface des choses. Allez, bonne journée, ciao ciao.